Je pensais avoir touché le rêve. Vraiment. Je m'appelle Marc. Je suis un gars ordinaire, rien de clinquant. Pas du genre à poster sur les réseaux sauf pour réparer une tondeuse ou partager une recette de merguez. Mais il faut que je vide mon sac. Pendant des années, j'ai bossé dans une boîte qui fabriquait des fixations sur mesure vis, boulons, équerres, tout ce qu'une usine pouvait commander, taillé au millimètre. Pas le genre de truc qui fait briller les yeux au dîner, mais ça payait bien et j'en étais fier. J'ai commencé jeune, direct après le BTS. Pas de diplôme d'une grande école, mais du bagou. Je pouvais parler à n'importe qui. Mon patron disait que je vendrais un rhume à un esquimau. Ça faisait toujours marrer les collègues. Bref, au fil des années, j'ai grimpé. Début en prospection téléphonique, puis comptes régionaux, et finalement je dirigeais toute la division Centre-Val de Loire. Voiture de fonction, prime, déplacement payé pas millionnaire, mais on s'en sortait bien. Je ne vais pas faire le modeste, j'aimais ça. J'aimais subvenir aux besoins, me lever tôt avec un café de station-service et prendre la route. J'aimais conclure une affaire et rentrer avec quelque chose à montrer. On avait une maison sympa en banlieue pas immense, mais confortable. Façade en pierre, garage attenant, jardin avec brassereau et un petit cabanon que j'avais transformé en atelier perso. J'avais mon coin bricolage là-dedans, un frigo rempli de bière, une vieille chaîne hi-fi qui ne crachait que du rock français et des parasites. C'était à moi. Et puis il y avait Mélanie. Ma femme. Écoute Mélanie, c'est le genre de femme qu'on remarque. Les conversations s'arrêtaient quand elle entrait dans une pièce. Grande, pommette haute, cheveux châtains avec juste ce qu'il faut de boucles, et une démarche qui disait qu'elle savait exactement qui elle était. Elle se faisait toujours les ongles, s'habillait chic même quand elle jurait ne pas faire d'efforts, et se tenait comme si elle allait quelque part de plus important que là où elle était. Elle respirait l'argent avant même qu'on en ait. Et ne te méprends pas, ce n'était pas que le physique. Elle savait allumer le charme comme on allume une ampoule. Avec les amis, elle était au centre. Elle avait cette façon de faire croire à chacun qu'il était le seul dans la pièce. Un sourire, un léger basculement de tête, et tu te retrouvais à acquiescer même si elle racontait n'importe quoi. Je ne vais pas mentir, j'ai craqué fort. Elle me faisait sentir que j'avais gagné le gros lot. Pendant un temps, c'était vrai. On s'est mariés à la fin de la vingtaine. Pas précipité, pas forcé, on le voulait. 1 an plus tard, on a eu notre fils, Lucas. Il est ma fierté. Le gamin a du cran. Toujours eu. Intelligent, respectueux, un peu grande gueule comme son père. Il s'est engagé direct après le bac, il voulait faire quelque chose qui compte. Ce fut un jour dur, le voir partir. Mais j'étais fier, tellement fier. Je le suis encore. À l'époque, tout semblait solide. Mélanie et moi, on formait une équipe. On avait nos routines, nos blagues, nos plans du week-end. On sortait 1 fois par semaine, soit au resto, soit juste en voiture avec un café. Elle adorait se faire belle, et je ne me gênais pas pour la montrer. J'aimais comment on nous regardait. Ça me donnait l'impression de réussir. Et puis le changement est arrivé. Le patron de l'entreprise, un vieux, très impliqué, a annoncé sa retraite. Sans prévenir. Pas de réunion. Juste un brief surprise un mardi matin avec tous les cadres, dont moi. Il avait l'air épuisé, comme si chaque vis qu'on avait livré pesait sur ses épaules. Il a dit qu'il était en négociation secrète avec un groupe de Lyon. Qu'il était temps de passer la main. On a été vendu dans la semaine. Le nouveau DG est arrivé en jet privé et a souri comme un politicien. Chaussures cirées, pas de chaussettes, MacBook comme un badge. Il a fait un long discours sur la synergie et la vision unifiée, et que rien ne changerait. Ça aurait dû être le premier indice. Pendant un moment, ça allait. On gardait nos postes. Nos réunions. Puis ils ont commencé à remplacer du monde. Discrètement. Comptabilité. Achat. 2 gars de la logistique. Toute une équipe d'entrepôt à Orléans virée du jour au lendemain. On nous a parlé de réalignement structurel. Peu importe ce que ça veut dire. 6 semaines après la poignée de main, on m'a convoqué dans une salle de réunion et on m'a tendu une enveloppe Kraft. 10 000 € d'indemnité, merci pour votre service, tout fait, et une escorte jusqu'au parking comme un gamin qui a fait pipi dans la piscine.
Je me souviens être resté une bonne heure dans mon pick-up après ça. À fixer le tableau de bord. Je n'ai pas pleuré. Je ne pleure pas. Mais je me sentais vide. Je n'étais pas prêt à le dire à Mélanie. Je n'ai même pas démarré. Juste assis là, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer dans ma vie. Mais quand je suis rentré, elle m'a souri de son sourire parfait et a dit, c'est juste un accro. Tu vas rebondir. À l'époque, je l'ai cru. Maintenant, cette phrase tourne en boucle dans ma tête comme une pub ratée. Trouver un nouveau boulot n'avait plus rien à voir avec avant. À l'époque, je passais quelques coups de fil, serrais quelques mains, et ça finissait par payer. Mais le marché avait changé et pas en faveur des gars comme moi. Tout était différent. Ce qui était un CDI à 6 chiffres était maintenant délocalisé en Roumanie ou remplacé par un logiciel. C'était comme si on avait retiré le tapis sous les pieds d'une génération de bosseurs, sans nous prévenir. J'ai passé les premières semaines à la maison dans le brouillard, à envoyer des CV et shakers Pôle emploi comme si c'était un job à plein temps. Au début, j'étais difficile. Je me disais que je n'allais pas accepter n'importe quoi en dessous de mon ancien salaire. Mais jour après jour, les refus tombaient ou pire, le silence. Les boîtes ne prenaient même plus la peine de répondre la moitié du temps. Au bout de 2 mois, la réalité m'a rattrapé. Je n'étais pas en position d'attendre le job parfait. Il me fallait quelque chose n'importe quoi. Finalement, j'ai pris un poste chez Garnier Autopièces. Ils vendaient des pièces détachées alternateurs, courroies, filtres, tout le catalogue. Pas glamour, et loin de ce que je vendais avant, mais je m'en fichais. J'avais besoin du salaire. L'argent était dur. J'ai commencé en période d'essai à peine au-dessus du SMIC. Ensuite, ça passait en fixe plus prime. Problème, les primes n'étaient pas folles. Le meilleur vendeur de la boîte était là depuis plus de 10 ans, et même lui ne dépassait pas les 70 000 € par an. J'évitais de penser que c'était à peine la moitié de mes anciennes primes. Mais c'était mieux que de glander en me sentant inutile. Mélanie a pris un boulot aussi. Elle a décroché un poste d'assistante administrative dans une start-up du centre-ville. Pas un grand rôle, répondre au téléphone, gérer les agendas, faire les courses pour les cadres. Elle se comportait comme si elle avait sauvé la famille. À chaque fois qu'elle en parlait, c'était avec un petit ton comme si je devais me mettre à genoux pour la remercier d'avoir pris le relais. Je ne me plaignais pas. J'étais reconnaissant, sincèrement. C'était quelque chose. Chaque euro comptait. On a dû faire des sacrifices. Gros. Les sorties du soir? Fini. Plus de week-end en Normandie. Plus de vêtements neufs juste parce que. On a troqué le magret contre du haché. On a résilié l'abonnement à la box 20. La maison n'était plus la même. Pas triste, mais plus calme. Plus terne. Comme si la lumière avait baissé, et tout paraissait plus petit. Mélanie ne le vivait pas bien. Elle avait grandi dans l'aisance. Son père tenait une entreprise de BTP qui avait explosé pendant le boom immobilier. Grande maison, école privée, vacances en Corse, ce genre de vie. Quand on s'est rencontrés, je savais qu'elle aimait le confort. Ça me allait. Je bossais dur pour lui offrir ce à quoi elle était habituée. Elle aimait les bons restos, les parfums chers, les talons qui coûtaient plus qu'une semaine de course. Et quand on pouvait se le permettre, je ne disais jamais non. Mais maintenant que l'argent ne coulait plus, son humeur changeait. Je la surprenais à soupirer devant le plan de travail, à fouiller son armoire comme si elle n'avait rien à se mettre. Elle passait plus de temps à scroller Instagram, à comparer notre vie aux vies filtrées de ses anciennes amies qui partaient encore à Saint-Tropez et postaient des brunchs entre filles, comme un sport olympique. Elle commençait à lâcher des phrases comme « j'ai l'impression d'être en prison » ou « cette maison ressemble à une cage ». J'essayais de ne pas le prendre mal, mais si. Ce n'était pas comme si on vivait dans un taudis. On avait encore notre maison. Notre santé. Notre fils faisait quelque chose de courageux, de significatif. On aurait dû être fiers. Reconnaissant. Mais Mélanie n'était pas faite comme ça. Elle voulait plus d'éclat, plus de paillettes, plus d'attention. Je me disais que c'était une mauvaise passe. Que le temps ferait son œuvre, qu'on s'adapterait. Tout le monde traverse des galères. Mais je voyais dans son regard, clair comme de l'eau de roche. Elle ne s'adaptait pas. Elle ruminait. Pendant ce temps, je labourais le terrain, passais des coups de fil à des garages,
suppliait pour des commandes. Je faisais des centaines de kilomètres par semaine dans une vieille berline d'occasion qui toussait à 90. Je tournais avec les mêmes 3 chemises et sautais le déjeuner plus souvent qu'à mon tour. Mon but, payer les factures. Garder la lumière allumée. Mais peu importe mes efforts, ça ne semblait jamais suffire. Je rentrais crevé, les reins en vrac après les embouteillages, et elle était là, bras croisés sur le canapé, sourcils arqués, comme si elle m'attendait pour me noter. Elle ne se plaignait pas ouvertement, pas toujours, mais son silence avait des dents. Et quand elle parlait, c'était sec. Méprisant. Comme si je la tirais vers le bas. Comme si j'étais la raison pour laquelle elle ne vivait plus sa meilleure vie. Il y avait des jours où j'avais envie de hurler, « Tu crois que j'aime ça ? Tu crois que je voulais passer de contrat à 7 chiffres à vendre des filtres à huile depuis mon coffre ?» Mais je ne disais rien. Je serrais les dents. Je pensais que garder son calme, rester concentré, c'était la chose adulte à faire. On a arrêté de rire ensemble. Arrêté de regarder des séries. Même les dîners devenaient bizarres. Elle préparait un truc simple, le posait sur la table, et on mangeait sans se regarder. Parfois, j'avais l'impression de vivre avec une étrangère qui ressemblait juste à la femme que j'avais épousée. Je me disais que c'était une phase. Une traversée du désert. Qu'on finirait par en rire, putain, quelle galère on a traversée. Je le croyais. Il le fallait. Je suis rentré plus tard que d'habitude ce soir-là. J'avais fait le plein et pris un kebab après une journée de prospection morte et de rendez-vous inutiles. Rien n'avait abouti, rien ne s'était vendu. Juste du gazole brûlé et une journée à brasser du vent. Je me souviens être crevé jusqu'aux os et déjà agacé avant même de franchir la porte. Les lumières du salon étaient allumées, ce qui était bizarre. Mélanie ne les allumait jamais avant la nuit, et il faisait encore jour. J'ai posé mes clés dans le vide-poche près de l'entrée et tourné au coin, pour me figer en plein mouvement. Elle était là près de la table basse, à retoucher sa coiffure dans le reflet de la télé éteinte. Elle portait une robe rouge profond. Moulante, épaules dénudées, le genre qu'on sort pour un anniversaire de mariage ou un cocktail chez des cadres sup. Elle avait ses escarpins noirs, se brillant avec les fines lanières qu'elle gardait dans leur boîte. Son parfum emplissait déjà la pièce, sucré et fleuri, celui qui reste dans l'air. Je suis resté planté là, encore en blouson et bottes poussiéreuses du terrain, à la regarder agrafer des boucles d'oreilles dorées comme si elle allait recevoir un prix. Ça m'a pris de court. On n'était pas sortis ensemble depuis des mois, et elle ne s'était pas habillée comme ça depuis encore plus longtemps. « Tu vas où ?» ai-je demandé, en essayant de garder un ton léger, même si je sentais déjà ma poitrine se serrer. Elle a à peine tourné la tête. Dîner. Quelques collègues de bureau. Juste pour décompresser un peu. Les collègues de bureau ? Ai-je répété. Je savais pas que vous traîniez en dehors du taf. Elle a haussé les épaules, toujours devant le miroir. C'est récent. Un des managers part. Une petite soirée d'adieu. Je l'ai détaillé de haut en bas. On fait toujours des adieux en robe de gala ? Elle a ri, un petit rire forcé. T'es tellement drama. C'est juste un dîner. Il paie tout. Sympa, ai-je marmonné. J'espère qu'il laisse un bon pourboire. Ça m'a valu un regard pas taquin, pas même agacé. Juste ce regard plat qu'elle me lançait quand je disais un truc qu'elle ne voulait pas discuter. Elle s'est retournée vers le miroir sans un mot. Mélanie a toujours eu des principes sur l'argent. Elle n'acceptait jamais qu'on lui paye quoi que ce soit, même pas un café. Si quelqu'un proposait de régler l'addition, elle prenait ça comme une insulte. Je ne suis pas une œuvre de charité, disait-elle. Mais là, d'un coup, elle était OK pour se faire inviter dans un resto chic par ses collègues. Je n'ai rien ajouté. Qu'est-ce que je pouvais dire ? J'étais trop fatigué pour me battre et trop perdu pour insister. Elle a fini son rouge à lèvres, pris son petit sac noir, et m'a fait un bisou léger sur la joue plus par habitude qu'autre chose. Je ne rentrerai pas tard, a-t-elle dit. Je l'ai regardée sortir comme dans un film, talons qui claquaient sur le parquet, hanches qui balançaient comme si elle était filmée. J'ai entendu la porte d'entrée se refermer, puis le silence. Mon ventre se nouait. Je suis resté là 1 minute, sans savoir ce que je ressentais. Colère ? Jalousie ? Soupçon ? Probablement les 3, mais aucun ne tenait tout seul. Pourtant, quelque chose clochait. Peut-être la robe.
Peut-être qu'elle ne m'avait presque pas regardé dans les yeux. Ou peut-être que je ne la croyais pas vraiment. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le navigateur, et tapé le numéro des taxis locaux. Elle n'avait pas pris notre voiture, j'avais la sienne depuis que la mienne était au garage et il n'y avait pas de voiture dans l'allée, donc soit elle avait marché, peu probable avec ses talons, soit elle avait appelé un taxi. Le standard a répondu. Je lui ai demandé s'il pouvait me dire où une course depuis mon adresse avait été déposée. J'étais à moitié sûr qu'il allait me dire que c'était confidentiel, mais soit il s'en fichait, soit il m'a pris pour un parent inquiet, parce qu'il m'a répondu sans souci. Le bistrot des Ducs, a-t-il dit. Déposé il y a 10 minutes. J'ai remercié, raccroché, et me suis affalé dans le fauteuil. Le bistrot des Ducs, ce n'était pas un resto de quartier. C'était un de ces endroits feutrés, chics, avec banquette en velours, 20 hors de prix, et un pianiste au coin qui jouait des morceaux que personne n'écoutait vraiment. Le genre d'endroit où on emmène quelqu'un qu'on veut impressionner. Ou séduire. La dernière fois que j'y étais allé, c'était il y a 2 ans pour un séminaire d'entreprise. Je me souviens que le steak faisait la taille d'un pallet de hockey et coûtait plus cher que ma première facture de portable. Le genre d'endroit qui transforme une bouteille de 60 € en cuvée maison à 190 €. Mélanie et moi n'y étions jamais allés ensemble. Je ne savais pas quoi faire de moi. Mon estomac était noué. J'ai fait les 100 pas dans le salon quelques minutes, puis je me suis assis sur le canapé et fixé l'écran noir de la télé. Chaque bruit dehors me faisait sursauter. Je me disais que ce n'était rien, peut-être vraiment juste un dîner. Peut-être qu'ils avaient choisi un endroit plus chic pour l'occasion. Mais rien de tout ça ne sonnait juste. Je l'imaginais à une table tamisée, sirotant du vin, riant doucement à la lueur d'une bougie, les yeux brillants comme quand elle me regardait avant. Cette image restait plantée dans ma tête comme une écharpe que je n'arrivais pas à extraire. J'ai changé de chemise avant de partir. Rien d'extra, juste une sample ni tache de café. Je ne savais pas vraiment pourquoi j'y allais pas précisément. Ce n'était pas comme si j'avais un plan. Je savais juste que je ne pouvais plus rester dans cette maison à mijoter dans mes doutes, à imaginer des choses qui se passaient peut-être déjà. Je me disais que je n'allais pas faire de scandale. Juste que j'avais besoin de savoir. Le bistrot des Ducs était à 15 minutes en voiture, mais ça m'a paru plus long. J'ai roulé fenêtres ouvertes malgré le froid. Mes mains transpiraient, et je ne voulais pas rester dans le silence. J'ai laissé la radio. France Bleu. Un gars qui chantait l'amour perdu et la bière fraîche. Ça collait, dans le pire sens. Le voiturier devant le bistrot des Ducs m'a lancé un drôle de regard quand je me suis garé avec ma berline poussiéreuse. La plupart des clients arrivent en Audi ou en Mercedes. J'ai donné les clés et franchi les portes vitrées comme si j'étais à ma place. Dedans, c'était comme dans mon souvenir. Éclairage tamisé, grande banquette à dossier haut, jazz doux qui sortait de haut-parleurs cachés. Des vraies bougies sur chaque table, pas les fausses qui clignotent. Les gens parlaient bas, et tout sentait le romarin et le faux filet. J'ai balayé la salle du regard. Pas longtemps pour la trouver. Elle était assise à une table près de la fenêtre, dos droit, yeux pétillants, sourire éclatant. Ses mains étaient posées près d'un verre de vin, et en face d'elle, un homme à la trentaine, peut-être début quarantaine, rasé de près, blazer marine et montre qui valait plus que ma voiture. Il se penchait légèrement quand il parlait, comme s'il lui confiait un secret ou une blague rien que pour elle. Il y avait 2 verres de vin sur la table. Un amuse-bouche à moitié mangé. Et aucune collègue en vue. Je suis resté planté là une seconde de trop. Je le sais. J'étais figé. Puis mes pieds ont bougé tout seuls, et le reste a suivi. Quand je suis arrivé à la table, c'est elle qui m'a vu en premier. Ses yeux se sont écarquillés, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait tomber de sa chaise. Elle s'est redressée, comme prise en faute, et sa bouche s'est ouverte, mais rien n'est sorti tout de suite. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai juste regardée et dit, aussi calmement que possible, « Salut, chérie. » Elles sont où, les filles? Elle a cligné des yeux vite et lâché un petit rire qui s'est étouffé. Oh, salut. Lui, c'est, Jordan. Un collègue. On était juste. J'ai regardé Jordan. Il avait l'air nerveux, comme un ado pris à piquer une bière à un mariage. Il s'est à moitié levé et m'a fait un hochement de tête maladroit. Collègue, hein, ai-je dit. Tu bois toujours du vin avec les maris de tes employés un soir de semaine?
Il s'est raclé la gorge. On est juste, c'est rien de ce genre. On dîne. Elle m'a dit que les choses étaient. Recommence, les jeux coupés, sans les conneries cette fois. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme s'il cherchait les mots dans un dictionnaire qui n'existait pas. Mélanie me fixait, lèvres pincées, mains crispées sur sa serviette. Je ne sentais plus mes mains. N'entendais plus rien que le sang qui battait dans mes tempes. La nappe, l'éclairage doux, ce foutu jazz tout sonnait faux. Je me souviens de la couleur du vin, rouge profond comme dans un film. De la lumière des bougies sur son collier. Mais je ne me souviens pas de ce qu'elle a dit après. Si elle a dit quelque chose. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai frappé personne. Je suis juste resté là quelques secondes, à fixer le type qui pensait impressionner ma femme avec une bouteille de Côte-du-Rhône hors de prix et 2 compliments. Il avait l'air du genre à toujours savoir quel vin accompagnerait le plat. Je me demandais avec combien de femmes il avait, juste dîné. Mélanie a pris son sac et s'est levée sans un mot. Elle ne m'a pas regardé. Pas vraiment. Elle fixait son assiette comme si elle pouvait la sauver de la gêne. Puis elle m'a frôlé, son parfum traînant derrière elle comme une fusée de détresse. Je me suis retourné et l'ai suivi. Personne dans le resto n'a bronché. Aucun serveur ne nous a arrêtés. Je ne me souviens même pas d'être sorti. Le voiturier nous a vus arriver et n'a posé aucune question. Il a juste ramené la voiture pendant que Mélanie restait sur le trottoir, bras croisés serrés, comme si elle avait froid ou était en colère, ou les deux. On n'a rien dit sur le trajet du retour. Juste le silence, le bruit des pneus et le clignotant qui remplissaient l'espace entre nous. Elle n'a pas touché la radio. Je n'ai pas posé de questions. Il n'y avait plus rien à dire. Dès qu'on a franchi la porte, elle a jeté son sac sur la console de l'entrée et s'est retournée, visage déjà rouge, voix tranchante. « Tu m'as ridiculisé », a-t-elle lancé. Je l'ai fixé une seconde, les mots me frappant comme un coup dans les côtes. C'était ça, son ouverture ? Oh, pardon, ai-je dit. Tu voulais te faire belle pour ton collègue, boire du vin comme dans un roman à l'eau de rose, et j'ai gâché le moment ? Ce n'était pas ça, a-t-elle crié. Bon sang, tu fais toujours ça. Tu déformes tout. Je déforme ? Je suis entré dans le salon et me suis tourné vers elle. Tu as dit que tu sortais avec les filles du bureau. Tu n'as pas parlé d'un Jordan. Et encore moins d'un dîner aux chandelles dans un resto chic. Qu'est-ce que tu crois que ça donne comme image ? Je voulais juste me sentir bien pour une fois, a-t-elle hurlé. Tu ne comprends pas. Tu bosses tout le temps où tu râles sur les factures où tu es crevé de ton boulot débile. J'avais besoin d'autre chose. D'un peu d'air. La façon dont elle a dit « autre chose » m'a retourné l'estomac. Comme si c'était un nouveau passe-temps. Comme si elle s'ennuyait et testait une nouvelle marque de céréales. Autre chose, ai-je répété, voix plus basse, plus tendue. Tu veux dire l'attention d'un autre mec ? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, bras croisés, mâchoire serrée, regard fuyant. Tu sais ce que c'est, ai-je dit, la voix qui montait. Du manque de respect. Tu as menti. Tu es allé dans mon dos. Tu ne m'as pas juste manqué de respect, tu as manqué de respect à notre mariage. Ne fais pas comme si tu avais été un mari modèle ces derniers temps, a-t-elle marmonné en marchant vers la cuisine. Pardon ? Tu ne m'as à peine regardé depuis des mois. Tu rentres, tu balances tes affaires, et tu restes muet. Tu es, là. Mais pas présent. Je ne suis pas ta coloc. Je suis ta femme. Alors comporte-toi comme telle, ai-je rétorqué. On ne répare pas ça en se cachant et en jouant les princesses pour un cadre en costard. Je ne me cachais pas, a-t-elle insisté. Je n'ai rien fait de mal. C'était juste un dîner. Juste un dîner ? J'ai ri, sec. Avec vin et bougie, et ton langage corporel qui disait tout ce que ta bouche refusait. Elle n'a pas répondu. Ses yeux ont glissé ailleurs. Son silence valait tous les arguments. J'en ai fini, lui ai-je dit. Je ne te reconnais plus. Son visage a changé entre incrédulité et fureur. Puis sa voix est retombée, calme, coupante. Tu ne peux pas te permettre de partir. Voilà. Sans hésiter. Sans bégayer. Elle a croisé les bras plus fort et s'est tenue droite, menton levé, comme si elle me défiait de contredire. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Et le pire,
Elle avait raison. Je n'avais pas de plan B. Pas d'appart de secours. Putain, je n'avais même pas fini de payer les pneus que j'avais mis sur sa voiture 6 mois plus tôt. Chaque euro était compté entre factures, crédits, courses. Je ne pouvais pas juste faire mon sac et disparaître. J'étais coincé. Pour l'instant. Je suis passé devant elle, entré dans la cuisine, ouvert le frigo, et pris la première chose sous la main, une bière qui traînait depuis Noël. J'ai décapsulé et me suis appuyé au plan de travail, fixant le carrelage. Je ne fais plus ça, ai-je dit sans lever les yeux. Je ne vis plus comme Sam sur des œufs dans ma propre maison. Tu crois que je suis heureuse, a-t-elle dit. Sa voix s'est fêlée, mais sans regret. Tu crois que j'aime cette vie? Non, ai-je répondu en relevant enfin la tête. Je crois que tu aimes l'attention. Et quand je ne pouvais plus te la donner comme tu voulais, tu es allé la chercher ailleurs. Elle n'a pas protesté. Ça suffisait. La maison semblait différente. Comme si les murs avaient tout entendu et se resserraient autour de nous. L'endroit qui était chaleureux et vivant était maintenant creux et tendu. Et je savais, au fond, que ce n'était pas juste une mauvaise soirée. Pas une dispute qu'on oublierait avec une excuse tardive et un chinois. C'était la ligne. Je suis monté sans un mot, me suis assis au bord du lit, et j'ai enlevé mes chaussures une par une. Je l'entendais en bas faire les 100 pas, ouvrir des tiroirs, en claquer un. Je m'en foutais de ce qu'elle faisait. Si elle repartait. Je fixais juste le sol comme s'il pouvait me donner une réponse. Elle est montée plus tard, passée devant moi vers la salle de bain, et fermé la porte sans un regard. Je ne l'ai pas suivie. Je n'ai pas demandé ce qui venait après. Parce que pour la première fois depuis des années, je ne me sentais plus chez moi. C'était juste 4 murs et un toit qu'on partageait par hasard. Je n'ai pas dormi dans la chambre cette nuit-là. Je ne suis même pas resté dans la maison. J'ai pris un sac de sport, fourré 2 chemises, mon nécessaire de rasage, et je suis parti sans un mot. Le bureau où je bossais avait un vieux canapé dans la salle de pause, près des distributeurs. Il y avait une douche à l'arrière, vestige d'un partenariat avec une salle de sport qui avait capoté. Pas luxueux, mais avec eau chaude, porte qui ferme, et pas de voix qui se dispute dans la cuisine. Je me suis allongé sur ce canapé sous les néons qui clignotaient et j'ai bu un café de distributeur qui avait goût de papier brûlé. Et tu sais quoi? C'était la meilleure nuit depuis des mois. Pas parce que c'était confortable, mais parce que c'était calme. Pas besoin de me préparer à des soupirs ou des pics. Pas à deviner l'humeur du soir. Juste moi, un coussin en polyester pourri, et une horloge qui tic-tac au mur. Le lendemain matin, je ne suis pas rentré. Je suis allé à la banque et demandé le solde de notre compte joint. J'ai vérifié les cartes grises. Les 2 étaient à mon nom, chose que j'avais oubliée jusqu'à ce que je revoie les papiers. Sa voiture la plus récente était techniquement à moi. On l'appelait juste la sienne parce qu'elle la conduisait. Je suis reparti de la banque avec un relevé et quelques réponses. Puis je suis allé voir un avocat. Je n'y suis pas entré en fanfaron. J'étais crevé, en vêtements de la veille, et je puais probablement le stress et le café froid. Mais j'ai tout déballé, les mensonges, le dîner, les années où j'ai porté plus que ma part, à essayer de tenir un bateau qui coulait avec du scotch et des heures sup. L'avocate, une femme directe nommée Jeanne, n'a pas bronché. Elle a hoché la tête, posé des questions précises, et finalement s'est adossée, on a de quoi avancer. J'ai vendu ma voiture 2 jours plus tard. J'en ai tiré juste assez pour payer la compte et régler quelques factures en attente. J'ai pris la sienne aussi. Je me suis dit que j'avais plus besoin d'une bagnole qu'elle d'un truc clinquant pour rouler en me traitant d'égoïste. Quand elle a vu que la voiture avait disparu, elle a pété un câble. T'es dingue. A-t-elle hurlé au téléphone. Tu ne peux pas juste prendre ma voiture. Ce n'est pas ta voiture, ai-je dit calmement. C'est la mienne. Les 2 sont à mon nom. Toujours été. Tu fais ton mesquin. C'est bas, même pour toi. Non, ai-je dit. C'est moi qui en ai fini. Elle m'a balancé une salve d'insultes après ça. Que j'étais faible, que je surréagissais, qu'aucun vrai mec ne partirait comme ça. Je n'ai pas répondu grand-chose. J'étais au-delà des disputes. Quand tu pompes l'eau d'un bateau qui coule assez longtemps, il y a un moment où tu lâches. Tu laisses l'eau gagner. Tu grimpes et tu nages jusqu'au rivage. Le jour du tribunal est arrivé,
j'y suis allé en pantalon de ville et veste qui sentait encore le placard. Mélanie est entrée comme en couverture de magazine, chemisier cintré, maquillage impeccable, sac qui valait probablement plus que mon salaire de la semaine. Elle avait ce regard, comme prête pour un show. Comme si quelques larmes et phrases bien tournées feraient pencher la balance. Elle ignorait que j'avais des preuves. J'ai remis des copies de SMS, ses messages vocaux, et la paperasse de nos finances, combien j'avais payé, ce qui était à mon nom, combien de temps j'avais porté le poids de notre vie pendant qu'elle boudait sa trentaine comme une ado privée de balles. Elle a essayé de retourner la situation. Prétendu que j'étais distant. Dit qu'elle était juste sortie ce soir-là pour se sentir humaine à nouveau. Elle n'a jamais nié le dîner, juste peint comme une sortie innocente entre amis. Le juge n'a pas marché. À la fin de l'audience, j'ai obtenu la propriété de l'appartement qu'on avait mis en acompte il y a des années, les 2 voitures, et la plus grosse part de nos économies. L'avocate a même veillé à ce que je ne sois pas responsable de ces dettes de carte bleue, qui avaient grimpé discrètement ces derniers mois pendant que je luttais pour garder la tête hors de l'eau. Mélanie est restée assise, abasourdie, le visage qui se vidait lentement. Elle ne pleurait plus. Plus de drame. Juste le silence. C'était la première fois que je voyais quelque chose qui ressemblait à du vrai regret dans ses yeux. Pas de colère. Pas de mise en scène. Juste la vérité qui lui tombait dessus. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste ramassé mes papiers, me suis levé, et suis sorti de ce tribunal avec la paix qu'on n'a que quand on referme un chapitre long et douloureux. Je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Mais pour une fois, je n'en avais pas peur. Une fois le jugement définitif, la maison était la suivante. On l'avait mise en vente un mois avant, et une offre correcte était arrivée. Rien d'exceptionnel, mais assez pour solder le prêt et laisser un peu de côté. J'ai signé les papiers dans une agence immobilière qui sentait le café froid et le désinfectant citron. Elle avait signé les siens la veille, je crois. On ne s'est pas croisés. Elle a emménagé dans un appart locatif de l'autre côté de la ville, un de ces immeubles qui paraissent neufs de l'extérieur mais datent probablement de 30 ans avec juste assez de rénovation pour tromper les photos. J'y suis passé une fois, pas exprès, en allant chez un quincaillier. Façade beige, pas de jardin, parking commun avec des taches d'huile partout. Je n'ai pas ralenti. Je me suis installé dans un petit appart que j'avais trouvé via un pote du boulot. Pas grand, une chambre, petit balcon, mur fin, mais c'était à moi. Propre, calme, et personne ne claquait les portes ou ne balançait de remarques depuis la cuisine. J'avais un vieux fauteuil, une télé d'occasion, et une cafetière correcte. Ça suffisait. Les 2 premières semaines ont été dures. Le silence était différent, plus lourd. Plus de pattes de chien sur le parquet, plus de rire depuis la chambre du haut, plus d'odeur de plats qui mijotent en rentrant. Mais je m'y suis fait. On s'habitue à beaucoup quand on est enfin seul sans personne pour vous rabaisser. J'ai recommencé à me concentrer sur le boulot, pour de vrai cette fois. Plus à me traîner toute la journée pour rentrer me battre. J'ai baissé la tête et contacté des gens que je connaissais, anciens clients, fournisseurs, même quelques contacts de salon qui avaient gardé ma carte. L'un d'eux, un gars nommé Thierry d'un grossiste moyen basé à Clermont, m'a dit qu'il avait entendu que je faisais du freelance. Ce n'était pas officiel, mais je ne l'ai pas corrigé. Il m'a demandé si je pouvais consulter sur une présentation commerciale pour une nouvelle branche. J'ai dit oui. Ce job en a amené un autre. Et un autre. Ce n'était pas clinquant. Je ne volais pas en business ni ne touchais des salaires de trader. Mais je bossais. Je faisais ce que je savais faire. Je reconstruisais. Quelques mois plus tard, Thierry m'a proposé un poste fixe télétravail surtout, avec des déplacements si besoin. Salaire stable et liberté pour des missions à côté. J'ai accepté. Un mois après, j'ai été promu à diriger une petite équipe de nouveaux embauchés. Je ne courais plus après les objectifs, je formais, je planifiais, je pilotais au lieu de boucher les trous. Puis la surprise. Mon ancienne boîte, celle qui m'avait viré comme une chaise en trop, m'a recontacté. Pas via un recruteur, pas par mail générique, mais directement. Un des directeurs régionaux m'a envoyé un message sur LinkedIn, disant qu'il reconstruisait et voulait discuter d'une opportunité. D'abord, je l'ai ignoré. Je me disais que c'était du vent corporate. Mais les messages continuaient, et j'ai fini par accepter un appel. En gros, ils ont admis leur erreur. Disant qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui connaissait leur clientèle.
Qui avait la confiance et l'expérience terrain? Qui pouvait diriger sans brûler les ponts? Ils ont fait une offre. J'ai contre-proposé. J'ai demandé le contrôle total de mon service. Ma propre équipe. Télétravail flexible. Option d'action. Meilleur titre. J'en avais fini avec l'humilité. S'ils me voulaient, ce serait à mes conditions. Ils ont accepté. Je suis repassé les portes de cet immeuble 1 an et demi après qu'ils m'aient montré la sortie, mais cette fois, j'avais un bureau avec mon nom sur la vitre et une équipe qui m'attendait pour me serrer la main. Le même DRH qui m'avait tendu mon chèque de licenciement souriait maintenant et m'accueillait comme un roi. Les gens ont appelé ça un retour en force. Ils disaient que j'avais tout renversé, que je m'étais sorti du gouffre, que j'avais du cran, du hustle, tous ces mots qu'on balance dans les séminaires. Mais je n'appelais pas ça un retour. J'appelais ça l'équilibre. Parce que pour la première fois depuis des années, je ne jonglais plus avec les catastrophes, à essayer de garder le sourire pendant que mon monde s'écroulait en coulisses. J'avais un boulot qui me portait. La paix. L'espace pour penser, respirer, me sentir moi-même. Je n'avais plus quelqu'un qui me remettait en question à chaque fois que je m'asseyais. Plus à justifier comment je dépensais mon argent ou pourquoi j'avais besoin d'une soirée off. Je ne me sentais plus comme une déception dans ma propre maison. Je me sentais homme à nouveau. Pas à cause du titre. Pas à cause du salaire. Mais parce que je m'étais relevé, brique par brique, et j'avais posé de nouvelles fondations. Des fondations que je n'avais pas à partager avec qui ne le méritait pas. Ça faisait un peu plus de 2 ans que la poussière était retombée. La vie avait trouvé son nouveau rythme. Je vivais toujours dans l'appart, mais il était différent maintenant plus comme chez moi. J'avais changé les vieux meubles, repeint les murs dans une teinte plus chaude, et remplacé les stores par quelque chose qui ne criait pas « célibataire ». J'arrivais même à garder des plantes en vie, ce qui, vu mon historique, était une victoire. Le boulot était stable. Épanouissant, même. L'entreprise qui m'avait jeté me faisait maintenant confiance pour les grandes décisions. Je gérais une équipe qui me respectait, et j'avais mon mot à dire sur la direction. Plus à courir en rond pour des gens qui ne voyaient pas ma valeur. Plus à me prouver à quelqu'un qui me voyait comme un tremplin. Mes journées avaient une structure, mes nuits la paix. Puis Julie a appelé. Elle et Mélanie étaient amies depuis des années, pas meilleures amies, mais assez pour garder contact aux anniversaires et textos de fête. Julie et moi, on s'entendait bien. Elle était une des rares à ne pas me traiter comme un projet ou un obstacle pendant le mariage. Elle a appelé pour prendre des nouvelles, d'abord léger. Demander comment j'allais, comment était le boulot, si je vivais toujours côté ouest près du parc. Au bout d'une minute ou deux, elle est entrée dans le vif. J'ai pris un café avec Mélanie, a-t-elle dit. Elle a demandé de tes nouvelles. Ça ne m'a pas surpris. Je me disais qu'à un moment, la curiosité l'emporterait. Je l'imaginais scroller nos contacts communs, se demandant où j'avais atterri, comment ça s'était passé après le tribunal, la reprise de voiture, et tout le silence qui avait suivi. Je n'ai pas coupé. J'ai laissé Julie parler. Elle n'a pas dit grand-chose au début, a continué Julie. Mais dès que je lui ai dit que tu allais bien, vraiment bien, elle a changé. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire, même si je m'en doutais. Elle a pleuré, a dit Julie. Là, à la table. Sans même essayer de cacher. A juste baissé les yeux sur son café et dit, je l'ai gâché. C'étaient ses mots. Pas édulcoré, pas déformé. Je pensais passer à mieux, avait dit Mélanie. Je pensais qu'il y avait quelque chose de plus grand qui m'attendait. Mais je n'ai eu que des nuits vides et des regrets. Apparemment, elle était passée par quelques relations depuis le divorce. Aucune n'avait duré. Un mec avait emménagé, puis dégagé en 6 mois. Un autre avait rompu pour des questions d'argent. Elle bossait toujours comme assistante, louait toujours le même appart. D'après Julie, elle n'avait plus le même sourire depuis la séparation. Je n'ai pas demandé tous les détails. Je n'en avais pas besoin. Julie a marqué une pause avant la question que je voyais venir. Elle a demandé si je te parlais encore. Voulait savoir si tu voyais quelqu'un, comment était le boulot, tout ça. J'ai attendu. Elle ne m'a pas demandé de te contacter directement. Mais je crois qu'elle l'espère. Tu veux que je lui dise quelque chose? J'y ai réfléchi. Il y avait une part de moi petite et calme qui voulait déverser tout. Lui rappeler chaque insulte, chaque regard en coin,
chaque froideur que j'avais encaissée en essayant de tenir notre vie ensemble. Mais cette part n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. J'avais déjà tout dit le soir où j'ai fait mon sac et suis parti. Oui, ai-je fini par dire à Julie. Dis-lui merci. Un silence au bout du fil. Je sentais sa confusion. Merci, a-t-elle répété. Oui, ai-je dit. Merci pour la douleur. Elle m'a construit une meilleure version de moi. Julie n'a plus dit grand-chose après. Juste un petit rire, peut-être nerveux, peut-être compréhensif. Elle a dit qu'elle transmettrait, mais franchement, je m'en foutais qu'elle le fasse ou pas. Les mots n'étaient pas vraiment pour Mélanie. Ils étaient pour moi. J'ai raccroché et repris ce que je faisais de poncer une vieille table basse trouvée au puces. Je comptais la teinter et la mettre dans le coin près de la fenêtre où le soleil tape le matin. Ça m'a frappé à quel point j'étais différent. Pas juste à cause de la promo ou du meilleur appart ou de la garde-robe mise à jour. Mais dans les petites choses. La façon dont je traversais la vie maintenant. Stable. Imperturbable. Clair dans ma tête. L'homme que Mélanie avait épousé il y a des années l'aurait supplié de rester. Aurait demandé ce qu'il pouvait changer. Se serait blâmé de ne pas être assez. Cet homme avait disparu. Ce qui restait était quelqu'un reconstruit de fond en comble, pas parfait, pas accent grave-l'œil, mais solide. Quelqu'un qui avait appris à la dure quel amour valait qu'on se batte et lequel il fallait lâcher. Et si tu veux mon avis, ça vaut quelque chose. Partagez votre opinion dans les commentaires. Pensez-vous que les changements de pouvoir dans les relations, comme la perte d'un emploi, mettent automatiquement à rude épreuve l'amour ou ne font que révéler des fissures qui existaient déjà? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et laissez-nous un « j'aime ».